Hell, he's And the far impacts the wall coming out of turn number 4.การเล่นพื้นเมืองของเด็กไทยโบราณนะฮะการไว้ของสุกแต่ก็เพียรเนี่ยก็เป็นการแทรกเคล็ดโดยการเป็นการที่ผมมีความชาติและเป็นการด้วยมาเป็นกระบวนแห่ขึ้นสู่ผัด5 ครั้งนะคะการไล่รำระบำลพบุรีให้ท่านได้ชมได้คณะปราชญ์หลวงคณะแรกที่เข้ามาเป็นแรกC'est horrible ce qu'ils ont fait. Je pensais même pas qu'ils pourraient aller contre le monde entier. C'est un truc qui me dépasse. Une population qui va souffrir pour des pétroles. Moi, ça me hérisse le poil. Je peux même pas l'envisager. Cette semaine, aux États-Unis, pas question d'utiliser sa télé comme horloge. En bas, à droite de l'écran, le temps s'écoulait à l'envers. Plusieurs comptes à rebours se sont affichés en fonction de l'actualité. Le premier, c'était lundi. Les minutes s'égrenaient en attendant le discours de George W. Bush. 20h à Washington, le décompte disparaît de l'écran et il y a la même image sur toutes les chaînes. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours.
Sur la chaîne ABC, la guerre a presque déjà commencé et l'on peut se mettre dans la peau d'un pilote de chasse. Peter, what we're about to show you is really extraordinary. It is the pilot's eye view. For along the roadway, there are populated areas, as well as bridges and isolated spots vulnerable to attack. La chaîne MSNBC a remis les pendules à l'heure. Elle a repris son compte à rebours à l'écran. This is Eyewitness News. Impossible bien sûr d'échapper à ce qui était encore une guerre éventuelle. Même les télévisions locales américaines se sentent concernées. À Los Angeles, le présentateur météo, habitué à annoncer du beau temps 11 mois sur 12, se transforme en Monsieur Météo irakien. But there are more storms coming down for the first part of next week. Now, will it rain in Southern California tomorrow? I'll have the forecast for you in just a minute. MSNBC, la plus petite des chaînes d'information continue, laisse ses journalistes et son général expert fouler au pied l'Irak. And again, the idea was then to expel Saddam Hussein from Kuwait. Une heure avant la fin de l'ultimatum à Saddam Hussein, Dan Abrams finira son journal par une prière. We wanted to save the time to hear from the brave soldiers who will soon be fighting for this nation. To them, I say thank you and God bless. Le temps va bientôt s'arrêter. Mercredi soir, aux États-Unis, il ne reste plus que quelques secondes à Saddam Hussein. In less than 10 seconds, it will be 4 o'clock, and time will officially have run out for Saddam Hussein. It is now 0 hour. Un peu plus d'une heure et demie plus tard, les chaînes américaines vont interrompre leur programme. Première attaque, sur CBS, Dan Rather se tait. Au bout d'une minute, il a rebaptisé à sa manière le début de la guerre. And that was pretty much it. The Good Morning Baghdad, sent by President Bush. La grande nouveauté pour les chaînes américaines, l'autorisation d'avoir des reporters avec les troupes. Les directs sont incessants. Sur ABC, ce reporter est un ancien marine. Régulièrement sur la chaîne, le présentateur principal, Peter Jennings, avertit les téléspectateurs. Our reporters who are embedded with the military are under serious constraints as to what they may report and what they may not report, and where they may say they are and where they may not say they are. Mais tout le monde semble y trouver son compte, comme le pense un reporter de Fox News. These embedded reporters are scouts not only for us, scouts for the media, scouts for our audience, but scouts for the Pentagon. And the early first reports they provide give indication to the Pentagon of what's happening on the field. Les chaînes n'affichent plus de compte à rebours. Elles sont maintenant à l'heure de Bagdad. Hier soir, les bombardements intensifs ont commencé. Pour les télés américaines, c'est l'acte de la guerre. Nous avons conclu que demain sera l'heure de vérité pour le monde. De nombreuses nations se sont engagées pour la paix et la sécurité. Et maintenant, elles doivent démontrer cet engagement en manifestant leur soutien pour le désarmement sans condition de Saddam Hussein. Le Canada, le pays le plus proche et très lié aux États-Unis, se démarque de son voisin. Jean Chrétien, Premier ministre, a déclaré tout à l'heure que si une opération militaire intervient sans résolution des Nations Unies, le Canada ne participera pas. Cet après-midi, Tony Blair a perdu l'un de ses ministres les plus populaires. Robin Cook, chargé des relations avec le Parlement, a démissionné pour marquer son opposition totale à la guerre. Le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas fait face à ses responsabilités. Nous assumerons les nôtres. Au cours des jours récents, certains gouvernements du Moyen-Orient ont joué leur rôle et ils ont envoyé des messages publics et privés incitant le dictateur à quitter l'Irak pour poursuivre de façon pacifique le désarmement. Jusqu'à maintenant, il a refusé. Toutes ces décennies de tromperie, de cruauté ont maintenant atteint leur fin. Saddam Hussein et ses fils doivent quitter l'Irak sous 48 heures. La Pologne, elle aussi, engagera des soldats aux côtés des Américains, ainsi que le Danemark. Le Premier ministre danois en a fait les frais en étant pris à partie par un militant anti-guerre. L'Australie a choisi son camp par la voix de John Howard, son Premier ministre. Nous serons le seul pays d'Asie-Pacifique à participer à la guerre d'Irak. Et puis il y a les réactions après le discours, ceux qui approuvent la position de Washington, comme le Danemark, la Bulgarie ou le Japon. 70% des Australiens sont opposés à la guerre. Et vous voyez que ces militants anti-guerre ont tagué No War sur le sommet de ce célébrissime opéra dans la baie de Sydney. Le curé d'Oxford préfère, lui, mettre ses ouailles en garde.
Les sacrifices humains étaient une règle sociale du temps d'Abraham. Mais nous perpétuons les sacrifices humains. Nous appelons ça des dommages collatéraux. Mais ce sont des sacrifices humains. Will you pray for your country, for your families, for your schools and churches, for your government? Will you pray that God's will be done in this upcoming election? À l'heure qu'il est, les forces de coalition américaines ont entamé les opérations militaires pour désarmer l'Irak, pour libérer son peuple et pour libérer le monde de ce danger. Sur mon ordre, les forces de coalition ont commencé à frapper des cibles ciblées. Il a déclaré la guerre alors que nous voulions la paix et il a commis ce crime honteux aujourd'hui même. Et que Dieu continue à bénir l'Amérique. Every journalist here comes make the news. Please leave here, okay? I'm sort of doing my time a bit younger back at home. I don't think there's any point. L'alerte aérienne vient d'être levée sur Bagdad, mais la ville a subi des raids sans précédent.
Vers 18h15, heure française, les sirènes ont retenti dans la capitale irakienne, puis les forces américano-britanniques ont frappé et la DCA irakienne est entrée en action. Les bombardements ont été beaucoup plus intensifs que lors des 2 précédentes vagues de frappe. Des dizaines d'explosions ont été entendues. D'immenses colonnes de fumée se sont élevées depuis l'un des complexes présidentiels du président irakien, pris pour cible par au moins 5 projectiles. C'est la 3e vague de frappes aériennes contre Bagdad. D'après 2 hauts responsables militaires américains, la campagne de bombardement massif a commencé. C'est le jour A pour aérien. Cette offensive majeure serait destinée à infliger choc et stupeur chez l'ennemi, conformément à une doctrine du Pentagone pour la domination rapide du champ de bataille. Elle vise à briser les défenses antiaériennes, les centres de commandement, de contrôle et de communication et les infrastructures de l'armée irakienne. D'après la télévision du Qatar, Al Jazeera, des raids aériens sont aussi en cours sur la ville de Mossoul et dans le nord de l'Irak. Des explosions ont été entendues à Kirkouk, une ville située dans une région pétrolière, toujours au nord de l'Irak. Une série d'éclairs lumineux pouvait être observée dans le ciel, derrière une rangée de montagnes séparant les régions contrôlées par les Kurdes des zones tenues par le gouvernement irakien. Les intenses tirs de la DCA irakienne ont duré environ 10 minutes à Kirkouk avant de s'arrêter, toujours d'après les correspondants d'agences de presse européennes. À Washington, le Pentagone a confirmé que plusieurs centaines d'installations militaires allaient être prises pour cible par les forces aériennes dans les heures à venir. Le palais de la République, principal palais de Saddam Hussein à Bagdad, était en flammes. CNN special correspondents are on the ground and on the web, bringing you the news as it happens. Brent. CNN, Baghdad. When the world wants news from the Middle East in Arabic, CNNArabic.com. Be the first to know in Arabic. War in Iraq, a volatile business world, and CNN is there with expert analysis on how global events affect your country, your economy, your money, from opening bell to closing numbers. From Hong Kong to London to the New York Stock Exchange. CNN brings you comprehensive coverage around the clock from around the world. When money is made and lost, Be the first to know. Stay with CNN.
Au-delà des arguments politiques ou militaires des uns et des autres, la question du pétrole est souvent apparue comme un enjeu caché de ce conflit. La vraie question, c'est le pétrole irakien. De la frontière, on aperçoit des citernes et le port de Qasser, des installations vétustes. Mais avec déjà 1500 puits, l'Irak recèle la deuxième réserve du monde, un marché futur énorme, malgré les premières incertitudes. Les États-Unis sont, et de très loin, les premiers consommateurs de pétrole. Ils absorbent 25% de la production mondiale. Contrôler l'Irak leur ouvrirait de nouvelles perspectives de pétrole bon marché et en abondance. Mais les compagnies pétrolières américaines n'ont aujourd'hui aucun accord d'exploration avec le régime de Saddam Hussein. Que le régime chute, et tout pour elles devient possible. C'est clair, le pétrole est au cœur des préoccupations américaines. Il suffit d'ailleurs de prendre une carte, regarder d'abord l'emplacement des réserves pétrolières au Moyen-Orient et en Asie centrale, et puis ensuite les bases américaines implantées dans la même région, et on voit que ces bases américaines sont pratiquement collées à la route du pétrole. Dans l'après-Saddam Hussein, c'est le Texan George Bush qui va présider au partage du gâteau et on le sait très sensible aux intérêts des grands pétroliers américains. Son staff à la Maison-Blanche est en effet composé pour l'essentiel d'hommes ou de femmes issus de l'industrie pétrolière. Tous occupent des postes clés et forment un véritable cartel du pétrole. Déléguée à la sécurité nationale, patronne de tous les services secrets américains, Condoleezza Rice, directrice durant 9 ans de Chevron, un géant du pétrole. Vice-président des États-Unis, Dick Cheney, PDG pendant 5 ans d'Haliburton, une multinationale du pétrole. Ministre du Commerce, Daniel Evans, ex-PDG de Tom Brown, une société pétrolière de Houston. La société pétrolière de Dick Cheney a bien conclu des accords avec l'Irak de Saddam Hussein pendant l'embargo. Elle a fourni du matériel de forage pétrolier pour 73 millions de dollars. Lorsque le cabinet américain se réunit à la Maison-Blanche, une prière commune entame systématiquement la réunion de travail. L'instigateur de cette nouvelle habitude n'est autre que le président des États-Unis. Il y a 17 ans, George Walker Bush a eu une révélation. Depuis cette renaissance spirituelle, il a renoncé à l'alcool. Le président américain explique notamment sa ferveur par le fait qu'il a été alcoolique durant des années et qu'il n'a dû son salut qu'à sa rencontre avec le Christ. Ils prient ensemble le matin, le soir, quasiment en toutes circonstances. George et Laura Bush, disent ceux qui les observent, ont la foi chevillée au corps, peut-être plus que d'autres dans une Amérique déjà très religieuse. Les discours de George Bush sont tous truffés d'accents prédicateurs et de références bibliques. Nous ne prétendons pas connaître tous les chemins de la Providence, mais nous avons confiance, nous nous en remettons à Dieu. Sa foi lui dicte une lecture du monde et de l'histoire divisée entre force du bien et force du mal. George Bush a confié un jour que le jeune homme qu'il était dans les années 70 n'aurait jamais pu devenir président sans l'aide de Dieu. Oh Lord, our heavenly Father. Il se définit lui-même comme un born-again Christian, un homme à qui la religion a donné une deuxième naissance. Et quand s'ouvre le congrès de la coalition chrétienne, du prédicateur Pat Robertson, qui milite pour l'ordre moral, George Bush affiche son soutien. Ces valeurs vous diront où aller et pourquoi vous battre. Des valeurs que je partage avec vous et qui rendront l'Amérique meilleure, plus forte et plus sûre. Le fondateur du plus grand lobby religieux américain prêche que la destruction des tours du World Trade Center est une punition divine. Mesdames et messieurs, cette nation a commis 40 millions d'avortements. On ne peut pas prétendre se présenter devant Dieu et dire être vertueux lorsqu'on a sur les mains le sang de 40 millions de bébés qui n'ont pas pu naître. La droite évangéliste américaine est favorable à la guerre en Irak et elle apporte un soutien sans réserve à Israël. Nous gagnerons. Les éléments fondamentalistes de cette droite évangéliste prêchent tout simplement la conversion des musulmans. Ceux qui soutiendront Israël seront bénis. Alors nous, les chrétiens, nous croyons que nous devons être aux côtés d'Israël. Alors, l'impression qu'a le téléspectateur, c'est que Bush donc soutient un mouvement qui lui-même s'oppose de façon violente à l'avortement et prône la conversion des musulmans. Est-ce que ça correspond à la réalité ou pas ?
Il faut nuancer un peu, mais c'est vrai que je suis d'accord avec André Caspi pour dire qu'en effet, bon, c'est vrai que par exemple, Carter, qui était born again, a été quand même le président le plus pacifiste. Expliquer vraiment le bellicisme de Bush par en effet donc sa religiosité, ce serait inexact. Simplement, je crois qu'il y a une nuance importante, c'est que Bush est extrêmement lié à l'extrême droite chrétienne. On l'a vu avec donc le sujet qu'on vient de voir dit vrai. Oui, non, dit vrai, exactement. Et ça, c'est quand même tout à fait nouveau et différent. Et il y a là une espèce d'alliance qui tente d'être élaborée entre cette extrême droite chrétienne qui a été, mais traditionnellement en Amérique, totalement antisémite, et une extrême droite israélienne pour un projet politique. Pendant la campagne électorale de George Bush, une équipe d'hommes de premier plan a débarqué à Austin pour lui faire des cours sur l'état du monde. Et en gros, ils lui ont dit que la tâche en Irak était inachevée. Bien avant le 11 septembre, bien avant même qu'il soit au pouvoir, les néoconservateurs avaient donc décidé de régler le compte de Saddam. Pearl, Wolfowitz, Rumsfeld, des hommes qui se côtoient depuis 30 ans dans les cabinets ministériels. On les appelle les faucons du Pentagone. Il apparaît clairement que ce groupe a mis à profit les événements du 11 septembre pour exhumer sa politique, traquer Saddam Hussein et changer le régime de l'Irak. À en croire les faucons, la guerre préventive est née avec le 11 septembre. Cette lettre prouve le contraire. Donald Rumsfeld et Richard Pearl l'ont adressée dès 1998 au président d'alors, Bill Clinton. La politique américaine vis-à-vis de l'Irak est un échec. Il faut supprimer la possibilité pour l'Irak d'utiliser des armes de destruction massive, ce qui passe par un renversement de Saddam Hussein. Ce doit être l'objectif de la politique étrangère américaine. Richard Pearl, Donald Rumsfeld, le 27 janvier 1998. Moi, ce qui me paraît extraordinairement important et grave aujourd'hui, avec cette affaire des faucons, c'est que jusqu'alors, dans les administrations américaines, autour des présidents, il y avait des hommes de sensibilités différentes, il y avait des libéraux, des conservateurs, des interventionnistes, des isolationnistes, au fond, et tout le monde se combattait, mais je veux dire, arrivait à se neutraliser. Pour la première fois, vous avez autour d'un président malléable, comme vous l'avez dit, parce que n'ayant aucune connaissance de politique étrangère, des hommes qui ont un projet commun, qui depuis 30 ans se connaissent étroitement, fonctionnent en réseau, ont le même projet politique, la même vision du monde. Colin Powell est un modéré quand même. Non mais Colin Powell, c'est une fausse colombe dans un vrai nid de faucon. No English. What's Arabic? Arabic. Salam. Salam. Marhaba. You want to let him undo the jacket? DC! I'm not going. Okay, go. You're right. Sorry, Dick, you won't get your limit. We're not out. Again, 56-5-19-1, over. Next. That's fucking enemy!
هي سوني هسه تمام وخلي مثل الزيت يوم مثل رخي طولي مخدة وين هن جيبوا مخدة Jamie? Sir. You're the far end over there? Yes, sir. Oh, no. One more. That means you can come back Memorial Day. Bush wanted to attack. Am I right or wrong? Right. Am I right or wrong? Where's your red card? Pirates don't go by loving them to death. You have to kick them out. We gave 12 years to get out. Where have you been? Get down. Move it. Move it. Let them know. A leather-bound shirt pocket variety volume, Blue War. Next to it, that includes our Commander-in-Chief, George W. Bush. Everybody get back in the wagon now. Hey!
couldn't tell if that was somebody looking out the window or not. So we just put a shot through the window. America, we love you. It was a wood line he was shooting from. I lit it up with the HE, boom, 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 boom. Another one slammed. There's a building right behind me. Woo, right in the building behind me. I mean, right up by the hatch. Yep, got it. I'm not sure what happened. You're all right. Don't worry about it. You're gonna be okay. What was it? What was it? Oh, an Iraqi, obviously. Ricochet, you just got yourself a Purple Heart. Hey, give him a cigar. Let's get التلفزيون مو تلفزيون عراقي؟ لا. ها؟ لا. مو تلفزيوننا؟ وكيل تصوير في شيء. ما تقدر بحضران وبراسه لما نزل وشخر وتوصل اليوم اطلع اسوي لكم حسابات حتى تحاسبون وترفعون. مين يروح فيها المستشفى؟ انا واحد دزت فيه. لا هو شو شغله؟ انا اروح مدير كلكم طلعوه. لا 4 ونص. Cet homme-là qui descend d'une échelle, qui a placé une corde autour de la statue de Saddam Hussein, sans doute pour la faire tomber. Et on voit même à l'instant, regardez avec nous, cet homme qui frappe la stèle. Armé d'une masse. Regardez cela, fait penser à la chute du mur de Berlin et à l'effondrement du rideau de fer. Je crois que le symbole se passe de commentaires. Voilà, les Américains vont jusqu'au bout de leur logique. C'est quelque chose qu'on attendait pour évidemment la propagande, je crois qu'on peut employer le mot. Regardez, on est en train de hisser le drapeau irakien, donc est-ce qu'ils se sont trompés de drapeau? Enfin, c'est pas forcément le moment. C'est l'alliance irako-américaine. Alors à ce moment-là, on met les deux drapeaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a mis le drapeau? Pourquoi on l'a retiré? Comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Les Américains ont pris position sur la place Ferdaous, le cœur même de la ville,
envahi d'une foule d'Irakiens en liesse. Il n'y a pas énormément de cris ni d'applaudissements. Non, il n'y a pas de liesse. Il n'y a pas de liesse. C'est une très belle mise en scène pour l'opinion publique américaine qui se réveille à 11 h le matin. Que les Irakiens se battent ou pas, ils ont retiré leurs uniformes. Et on ne sait plus si on a des civils ou des soldats face à nous. Partout où vous allez, vous trouvez ces uniformes irakiens par terre. Partout. Et ils ne veulent plus se battre. Alors ils quittent leurs uniformes et partent se mélanger à la population. Le Bassora est aussi le siège d'un assaut d'une toute autre nature, celui des pilleurs. Rien ne leur échappe. La bannière étoilée encore, mais cette fois, version Rocky Stallone. Les Kurdes remercient les libérateurs à leur façon. C'est lui qui a tué nos jeunes, qui a tué nos enfants, des millions de gens. Ce criminel, ce mécréant. À partir d'aujourd'hui, on est libéré par les Américains. On est Américains maintenant. On est Américains. La comparaison est un peu hardie peut-être, mais quelque part c'est quand même un match de foot qui a été perdu ou gagné ou perdu. Il y a cette population qui se retrouve ensemble et qui exprime une violence ou un plaisir ou un contentement. Une pacifiste interpelle un chef de char sur sa tourelle. Foutez le camp, salaud de Yankee. T'étais où le 11 septembre, lui répond le soldat. Je t'emmerde. Ce tir avait aussi fait 4 blessés parmi les journalistes. Les journalistes qui payent un lourd tribut. Gabi Rado serait tombé du toit de son hôtel. Kaveh Golestan, tué par l'explosion d'une mine. Michael Kelly, tué par des tirs irakiens en suivant les forces américaines. David Bloom, mort d'une embolie pulmonaire, il suivait les forces américaines. Julio Anguita Parado et Christian Liebig, tous les deux tués par une roquette irakienne. Tarek Ayoub, tué par un missile américain. Taras Protsiuk et Rosé Kuzo, atteints par un missile américain envoyé contre l'hôtel Palestine. 7 journalistes ont également été blessés, 2 sont portés disparus. Le bilan des victimes civiles et militaires est invérifiable, mais une évaluation faisait état vendredi d'1 millier de morts, 900 côté irakien, 105 américains et 30 britanniques. Vous voyez cette image en anglais et en arabe. George Bush, héros de la paix. Le précédent régime était mauvais. Le suivant le sera aussi, soutient ce vieux bédouin. Nous, les pauvres, nous sommes toujours perdants. Et puis je crois, Daniel, qu'il manque encore une chose aux Américains. Il faut qu'ils trouvent un site, même peu important, qui abrite des armes de destruction massive pour ne pas être accusés pendant des années de s'être servi de ce prétexte pour occuper d'une certaine manière l'Irak. Ma famille se trouve en Alaska et du côté de New York. Comment vous avez trouvé ça jusqu'ici? Ah, c'est assez marrant. Merci. Mercredi, moins de 5 heures après la chute de la statue de Saddam Hussein à Bagdad, les télés américaines en avaient déjà fait une bande-annonce. Stay with CNN. Aux États-Unis, la guerre est aussi une bataille pour capturer les téléspectateurs. Toujours mercredi, sur Fox News, le présentateur numéro 1, Bill O'Reilly, listait les gagnants et les perdants des 3 premières semaines de conflit. Et il n'a pas oublié les télés. Ratings for all 3 cable news channels went up dramatically, with Fox News well ahead. 70% des Américains s'informent sur la guerre en regardant les 3 chaînes d'information en continu, leurs audiences s'envolent. Plus 236% d'audience pour Fox News, qui a 3 300 000 téléspectateurs. Numéro 2, CNN, 2 700 000 téléspectateurs, plus 313% d'audience. MSNBC arrive 3e, avec 1 400 000 téléspectateurs, plus 360%. Évidemment, en nombre de fidèles, les journaux des chaînes traditionnelles font mieux. Le journal de NBC est regardé par 11 400 000 personnes. Mais il ne progresse que de 3%. Ses concurrents d'ABC et de CBS sont même en baisse. Les Américains ne veulent plus attendre le journal du soir pour suivre la guerre en direct. Les chaînes d'infos en continu essaient donc de séduire les nouveaux téléspectateurs et se battent à coups de bandes annonces.
CNN n'est plus numéro 1 en audience, mais elle a le meilleur indice de confiance auprès des téléspectateurs. En anglais, le mot confiance se dit trust. Il est décliné à longueur de journée sur la chaîne. Troisième en audience, MSNBC mise à fond sur le patriotisme. Une partie de son studio est couverte de photos de soldats. Avant les publicités, la chaîne en rajoute. MSNBC a même fait fabriquer cette série de spots. Et elle a même enrôlé George W. Bush. We will be relentless in our pursuit of victory. Numéro 1, Fox News va encore plus loin. Ces spots promotionnels sont carrément enregistrés par les soldats américains. Mais à force de multidiffuser des bandes annonces, les chaînes américaines prennent le risque de curieux télescopages. Entre deux spots, pour ces JT spécial guerre, la station NBC de Los Angeles a diffusé une publicité pour le rayon boucherie d'un supermarché. I worked for Ralph's for 22 years in the meat department. Just $6.97 a pound with Ralph's Club. Trust the Channel 4 News team to keep you informed on Iraq. La nuit dernière, les soldats américains ont patrouillé en permanence dans la ville. Autour d'eux, des Irakiens qui font la fête. Ils crient leur joie en brandissant des drapeaux blancs. Les soldats sont stressés. Ils crient constamment « Reculez, reculez !» Et quand un véhicule s'approche trop près, ils tirent. Les 3 occupants de la voiture sont morts. On ne sait pas s'il s'agissait de combattants. That's America.